Moi, je vais vous parler d'un exemple concret de comment on a mis en place l'account abstraction sur Starknet. Et du coup, mon objectif, c'est de vous expliquer comment on a fait pour le mettre au niveau du protocole et pas au niveau applicatif. C'est une présentation un peu technique. Si jamais c'est trop technique, n'hésitez pas à regarder ailleurs, ça va bien se passer, j'en ai pas pour très longtemps. Et surtout, si jamais c'est technique, ça vous plaît et vous dites j'ai pas compris là, levez la main. N'hésitez pas à lever la main et à me poser des questions pendant la présentation. Ok? Ah, je l'ai laissé celle-là. Ok. Du coup, je m'appelle Henri Lieuteux, je travaille chez Starkware, je suis développeur advocate pour Starknet. Donc, mon boulot, c'est d'expliquer aux gens ce que c'est Starknet, comment ça marche et comment ils peuvent construire des trucs cool dessus. Alors, déjà, on va commencer par la base. C'est quoi Starknet? Starknet, c'est une layer 2, c'est un ZK Rollup ou un Validity Rollup qui fonctionne par-dessus Ethereum. Ok, donc je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec les rollups et les Validity Rollup, quelques-uns. Ok, pas trop mal. Donc nous, on fonctionne au-dessus d'Ethereum. C'est une plateforme qui permet d'écrire des smart contracts, d'envoyer des transactions, d'avoir des comptes. Et à chaque fois qu'il y a des blocs qui sont finalisés, mais il y a une preuve d'exécution correcte qui est envoyée sur Ethereum. Et du coup, Starknet est entièrement sécurisé par Ethereum. Le truc un peu particulier avec Starknet, c'est que ça n'est pas une chaîne EVM. On n'utilise pas Solidity dessus. On n'a pas juste forqué le code d'Ethereum. On est reparti de zéro pour construire une blockchain. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans pourquoi on l'a fait. Il y a plein de bonnes raisons. Il y a évidemment des désavantages à faire ça. Vous voyez, par exemple, les outils que vous connaissez sur Solidity, vous n'allez pas forcément pouvoir les utiliser sur Starknet. Par contre, il y a plein d'avantages. Un avantage qu'on a, c'est le count abstraction en fait. Le count abstraction, comme le disait Julien, c'est pas une idée nouvelle, c'est pas un truc qui est arrivé il y a 3 mois ou il y a 1 an. C'est quelque chose qui était là dès le début d'Ethereum. Et pour pouvoir shipper Ethereum dessus rapidement, les développeurs ont dû un peu s'asseoir dessus. Et du coup, on est dans le système d'Ethereum tel qu'il est aujourd'hui avec des EOA et des smart contracts. Okay. Nous, on n'a pas eu cette contrainte-là parce qu'on a pu repartir de zéro. Donc, en repartant de zéro, on s'est dit, bah allez, vas-y, on essaye de faire le count abstraction bien. Mais à partir de là, il n'y avait personne qui l'avait fait, donc on a dû le faire, on a dû voir comment faire ça de façon intelligente. Et je vais vous expliquer comment on a fait ça. Ok. Alors, voyons la différence entre la count abstraction sur. J'ai un de mes collègues qui s'éclate avec Midjourney, c'est super, ça fait des super illustrations. Le count abstraction sur Ethereum versus sur Starknet. Alors déjà, la première truc et la première distinction, c'est ce qu'a dit Julien. Dans Ethereum, le count abstraction, c'est une notion applicative. C'est une surcouche par-dessus le réseau. Il n'y a pas ça au niveau du protocole. Vous allez de toute façon toujours avoir des EOA. Et même si jamais vous avez le count abstraction sur Ethereum, il y a toujours quelqu'un qui va devoir manipuler des EOA à un endroit. Ok. La deuxième distinction importante et qui est en fait super importante, surtout si vous construisez des applications, c'est le support de l'écosystème. Quand vous avez un standard qui émerge comme le count abstraction, avant qu'il soit mis en place et utilisé dans des applications, il faut toujours un peu de temps pour que ça percole et que les gens qui construisent des applications s'en servent réellement. Donc, je vais vous donner un exemple typique. Vous voulez vous créez une application sur Ethereum et vous voulez authentifier vos utilisateurs sans que ce soit eux qui envoient leur compte qui envoie directement la transaction à votre contrat. Comment vous allez faire? Vous allez leur demander de signer un message et de vous l'envoyer. Vous allez utiliser EC Recover. Okay, ça ne marche pas avec les smart contract wallets. Et ça, c'est un des gros problèmes de l'account abstraction sur Ethereum, c'est qu'il y a une palanquée d'applications qui n'ont pas prévu les smart contract wallets. Et vu qu'il n'y avait même pas de standard sur les smart contract wallets jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est une tannée de faire de se connecter avec ça. En fait. Regardez le nombre d'applications qui vous permettent de connecter juste avec MetaMask et qui ne vous proposent pas d'autres standards qui vous proposent de vous connecter avec un smart contract wallet. Et déjà, vous allez voir qu'il y en a un paquet. Okay, sur Starknet, étant donné qu'il n'y a pas de OA, toutes les applications sont obligées de fonctionner avec des smart contract wallets. Et du coup, par défaut, si vous êtes un smart contract wallet, vous n'êtes pas une arrière-pensée pour les développeurs des applications. Vous êtes au premier rang. C'est pour vous qu'on construit. Ça change énormément. Le troisième truc dont on pourrait parler, c'est les signatures custom. Quel genre de signature on peut utiliser dans Ethereum et sur Starknet? Ça, pour le coup, on peut faire les deux.
on peut le faire sur les deux. C'est-à-dire qu'on peut utiliser différents types de signatures un peu exotiques dans un smart contract sur Ethereum ou sur Starknet. Ok. Ensuite, le dernier point important à noter, c'est la délégation des frais de transaction. Okay, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse payer vos transactions pour vous. Et c'est vrai que c'est tout bas. Là, du coup, il faut se faire comme ça pour regarder. Bon. Donc, pour les frais de transaction, dans Ethereum, vous allez pouvoir utiliser 4337 quand l'infrastructure sera là et mise en place. Dans Starknet, pour le moment, vous avez le même genre de trade-off à faire, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un account contract un peu spécifique qui implémente un paymaster pour payer pour vous. Mais normalement, vu que c'est quelque chose qu'on met en place au niveau du protocole, d'ici pas trop longtemps, ça, ce sera fixe. OK ? Donc, une petite slide pour revenir sur la différence entre un signer et un account. OK ? Donc, dans Starknet, la première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour lier, pour qu'un account, il puisse avoir, on décorrèle le signer de l'account. C'est simple, votre compte, c'est un smart contract. Du coup, vous avez quelqu'un qui peut s'authentifier sur le compte et qui peut faire passer des actions vis-à-vis de ce compte. Les actifs que détiennent ce compte, vos actifs, ils sont détenus par le smart contract. Mais la personne qui signe, c'est le signer. Ce signer, ça peut être n'importe quoi. Okay ? Donc, dans votre smart contract, vous allez avoir deux méthodes importantes. Une qui s'appelle validate, qui va valider que vous avez le droit de faire une action à ce smart contract. Okay ? Et execute. Execute va, elle, exécuter effectivement votre transaction. Un truc qui peut être intéressant si vous voulez une analogie avec Ethereum, c'est que validate et execute, dans le cas de Starknet, les deux sont dans le smart contract. Dans le cas d'Ethereum, validate n'est pas dans votre smart contract ou n'est pas dans la blockchain. Validate est au niveau du nœud, est au niveau de get. Okay ? Et ce validate est le même pour tout le monde. Il va vérifier la signature de votre clé privée spécifique. Okay ? Voyons le cycle de vie d'une transaction dans Starknet. Donc, hop, la transaction elle arrive chez le séquenceur, c'est cool, il prend des transactions, tac. Le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier dans votre transaction si le nonce est correct. Jusqu'ici, c'est similaire à Ethereum. Okay ? Ensuite, la deuxième, il vérifie si le nonce est correct. Alors, qu'est-ce qui se passe si le nonce est correct ? Okay ? Si le nonce est correct, il va vérifier que votre transaction est valide. Et en fait, la distinction avec Ethereum, elle est vraiment juste ici. Plutôt que d'aller utiliser un bloc générique qui est le même pour tout le monde où vous vérifiez une signature, il va faire un appel vers un smart contract, il va remplacer ce bloc de code générique par une méthode spécifique de votre account contract qui va lui demander t'acceptes de payer pour cette transaction ou pas ? Ni plus ni moins que ça. Okay ? Si jamais le contrat, votre compte dit ouais, c'est bon, ça je reconnais, c'est Henri qui signe, tu peux y aller. Dans ce cas-là, l'OS va vérifier si la transaction est valide. Si la transaction est valide, il la fait payer et ensuite il l'exécute. Une fois qu'elle est exécutée par le contrat, ça revient. Si jamais la transaction est... c'est des slides un peu longs, je vais passer rapido, mais tac, hop. Qu'est-ce qui se passe si jamais... Hop, je vais juste aller un petit à petit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si jamais le nonce n'est pas valide, la transaction elle est rejetée, elle n'est pas prise en compte. Okay ? Donc à ce stade-là, le séquenceur, l'opérateur ne se fait pas payer pour son travail, mais c'est pas très grave parce que validate c'est pas une très grosse quantité de travail, donc c'est pas un truc avec lequel on peut le spammer. Okay ? De la même façon que si vous envoyez une transaction invalide sur Ethereum, le validateur peut pas vous faire payer pour une transaction invalide, mais c'est pas très grave, c'est pas beaucoup de travail. Okay ? Et si votre transaction est la personne validate est valide, mais que votre transaction ne fonctionne pas, parce que vous avez une failed transaction, okay, comme vous avez aujourd'hui sur Ethereum, et tac, on vous la fait payer, et du coup le séquenceur, il ne peut pas se faire spammer. Ok, bon, j'espère que c'était pas trop technique pour vous, parce que on continue. Et on va regarder comment on fait les bébés. Non, mais c'est une vraie question. En vrai, si jamais tous les contrats sont... Tous les comptes sont de smart contract, comment tu déploies le premier contrat ? Comment tu déploies un contrat si tu n'as pas de fonds, en fait ? Comment tu crées ton compte à la base ? Alors, d'abord, on va regarder vite fait le code de comment tu valides des signatures. Okay ? Donc, tu as un premier... il y a un premier call qui s'appelle validate. Okay ? Donc, dans validate, on va demander au compte, est-ce que tu me laisses exécuter cette transaction. Okay ? Validate transaction.
va vérifier dans la transaction s'il y a toutes les informations qu'il faut et notamment, il va vérifier s'il y a la signature qu'il attend. C'est à cet endroit que vous pouvez mettre la logique que vous voulez, dont on parlait un petit peu plus tôt. Vous voyez, vous demandiez ah mais comment est-ce qu'on fait pour avoir plusieurs signers ou quoi? C'est ici qu'on peut la mettre. Vous voyez, c'est ici où on peut dire par exemple ah bah si jamais Julien il n'a pas signé depuis 3 mois, on laisse Nicolas signer à sa place par exemple. Ou Henri, hein, moi je veux bien. Mais, et ensuite c'est dans la fonction isValidSignature où plutôt que de juste vérifier une signature, on va demander au smart contract, hey, est-ce que lui t'acceptes qu'il signe pour lui? Est-ce que ce message qu'il m'a envoyé est authentique et tu acceptes qu'il signe pour lui? Ok. Pour ceux qui sont curieux, ça c'est du code Cairo 1. Venez, jetez un œil, c'est cool. Ok, ça c'est du code qui est pas encore en production, qui a été fait par OpenZeppelin, qui sont en train de travailler sur des account contracts. Je ne sais pas comment vous le faites, vous, Julien, et s'ils sont publics, vos contrats Cairo 1, mais pas encore. Mais vous pourrez regarder ce qu'ils ont fait dans quelques semaines. Ok. Alors, ensuite, on a la partie d'exécution de transaction. Et c'est là où, pour le coup, vous allez, le même genre de truc, où vous allez envoyer un ensemble de calls. Ok. Et les calls vont être tous exécutés les uns après les autres. Alors là, pour le coup, on en exécute un seul. Et là, vous allez en exécuter plusieurs. Donc là, le use case start à la crème pour tous ceux qui ont déjà fait de la DeFi, c'est que plutôt que de devoir faire une transaction pour approve, une transaction pour déposer de la liquidité quelque part et une transaction pour revoke, parce qu'évidemment, tout le monde revoke les autorisations après avoir déposé de la liquidité, au lieu de faire 3 transactions, vous pouvez tout faire d'un coup. Okay, c'est mieux pour votre user experience, c'est mieux pour votre sécurité. Trop bien. Okay, il y avait quelqu'un qui levait la main? Ouais. Est-ce que tu peux faire un deadman switch avec validate? Oui, probablement. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a un standard pour ça? Pas que je sache. Mais c'est un très bon idée de projet. Non, en vrai, c'est un bon sujet de hackathon, ce serait marrant à faire. Tu pourrais faire un truc où, genre, si jamais t'arrêtes de jouer sur ton compte, au bout de 3 mois, n'importe qui peut s'en servir. Bon. Et il y a plein d'idées marrantes à avoir avec le count abstraction. Ok, excuse-moi, j'ai parlé un peu tôt tout à l'heure. Là, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour déployer un compte. Okay, pour déployer un compte sur... il a mis des images marrantes. En fait, c'était un peu une énigme. Donc, il a mis le Joker. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour déployer un compte quand on n'a pas encore de fonds? Parce que sur Ethereum, quand vous pouvez créer un compte hyper facilement off-chain et ensuite, du coup, envoyer des fonds dessus. Comment est-ce que vous faites pour faire ça sur Starknet? Eh ben, en fait, quand vous déployez un smart contract, vous pouvez, de façon déterministe, choisir le hash qu'il va avoir. Vous ne pouvez pas choisir le hash qu'il va avoir, mais vous pouvez faire en sorte de contrôler le hash que va avoir votre contrat au moment où vous allez le déployer. Okay, donc ça vous permet off-chain de calculer l'adresse que va avoir votre compte au moment où vous allez le déployer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste générer ça de votre côté. Puis ensuite, vous allez envoyer des fonds sur cette adresse-là, même s'il n'y a pas encore de code qui est déployé. Et au moment où vous allez vouloir faire une transaction, vous allez envoyer une transaction spécifique qui dit « Ah, là, je suis en train de déployer un compte. Regarde, il y a de l'argent, je peux payer pour. » À ce moment-là, l'OS va dire « Ah, bah ok, c'est cool, il y a des sous. » Il déploie le compte et tac, vous avez votre compte. Si jamais vous êtes malin, par exemple, comme argent, vous allez faire ça pour vos users, ils ne vont pas s'en rendre compte. Et dès qu'ils veulent faire leur première transaction sur Starknet, bah vous couplez ça avec l'action qu'ils veulent faire et c'est 100% transparent pour vos utilisateurs. Cool. Ok. Et puis après ça, c'est si jamais vous voulez déployer votre compte vous-même. Après, rien ne vous empêche aussi de passer par que quelqu'un déploie votre compte pour vous ou de déployer vos comptes pour vos utilisateurs. Il y a 50 choses à faire, il y a 20 000 choses à faire comme ça. Il y a un jeu sur Starknet, sur le mainnet aujourd'hui, qui s'appelle Rules. Il y en a qui connaissent la chaîne Le Règlement? Ouais, quelques-uns. Et bah, du coup, ils ont un jeu qui s'appelle Rules, qui est sur Starknet mainnet aujourd'hui. Et tous leurs utilisateurs sont en self-custody sur leurs actifs. Ils sont tous sur Starknet et c'est eux qui ont... c'est Rules qui a déployé les comptes pour tous leurs utilisateurs. Mais ils ne possèdent pas leur clé privée. Ce qui est plutôt cool. Voilà, donc du coup c'est comme ça, qu'on utilise, nous qu'on a fait le count abstraction sur Starknet. Donc c'est très concret, hein, mais c'est pour vous donner un exemple de comment ça marche au niveau du protocole. Et j'ai quelques slides de plus sur comment on déclare et on déploie des contrats, mais en fait je suis pas sûr que ça serve vraiment. Donc je ne vais pas les présenter
Je vais m'arrêter là, je vais passer vite fait. Hop, comme ça va être mieux même. Je vais m'arrêter ici, je vous laisse avec ces 2 QR codes. Donc, il y en a un, si jamais vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe sur Starknet, on a une newsletter EDU avec pas mal de ressources, donc des tutos pour les devs, des trucs sur ce qui se passe en ce moment sur le développement sur Starknet, c'est celui qui est à droite. Si jamais vous êtes des devs et vous dites, bah, tiens, vas-y, je vais regarder un truc, je vais regarder un peu Cairo 1, à quoi ça ressemble, ce que je peux faire avec, allez-y, ce tuto-là, il est assez facile, vous n'avez rien besoin d'installer, vous avez juste besoin d'interagir avec des smart contracts.